Bonjour à tous et bienvenue sur NeuroXtrain, je suis Antoine Fréchaud, masseur kinésithérapeute. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet captivant et de plus en plus reconnu en médecine sportive, le syndrome du conflit postérieur de la cheville ou syndrome du carrefour postérieur de la cheville. Cette condition, souvent méconnue mais courante, joue un rôle crucial dans les disciplines sportives, notamment celles exigeant des positions extrêmes des chevilles et des pieds, comme le ballet, donc la danse classique, et le football. Que vous soyez un athlète professionnel, un danseur, un joueur de football ou tout simplement passionné par la mécanique du corps humain ou professionnel de santé, cet épisode, cette vidéo est faite pour vous. Ensemble, nous allons explorer les subtilités du syndrome du carrefour postérieur de la cheville, de ses racines anatomiques aux avancées récentes en matière de diagnostic et de traitement. C'est parti. Abordons d'abord les bases de l'anatomie de la cheville. Cette articulation complexe et essentielle joue un rôle prépondérant dans notre mobilité et notre équilibre corporel, tout particulièrement pour les athlètes qui lui imposent des contraintes et des tensions importantes. Comprendre sa structure est primordial pour appréhender des pathologies telles que le syndrome du carrefour postérieur de la cheville. L'articulation de la cheville est constituée principalement de 3 os, donc le talus, le tibia et la fibula. Le talus se positionne à l'extrémité inférieure du tibia et de la fibula, formant ainsi l'articulation de la cheville. Cette articulation, cette configuration permet les mouvements de flexion et d'extension du pied. Il y a également l'articulation soutalienne, également connue sous le nom d'articulation talo-calcanéenne, et est une structure complexe et essentielle de la cheville. Elle permet un mouvement fluide et coordonné du pied, notamment en termes de pronation et supination, qui sont essentiels pour la marche, la course et de nombreux autres mouvements. Autour de ces structures osseuses, on retrouve divers éléments de tissu mou indispensables au fonctionnement et à la stabilité de l'articulation. Les tendons jouent ici un rôle clé, notamment les tendons fibulaires sur le côté latéral et les tendons tibiaux sur le côté médial. Le nerf tibial, accompagné de l'artère et de la veine tibiale postérieure, se situe également à proximité, contribuant à l'innervation et à la vascularisation de cette région cruciale. Dans les cas de syndrome du carrefour postérieur de la cheville, l'interaction entre ces structures est déterminante. Lorsque le pied est en flexion plantaire extrême, comme c'est le cas pour les danseurs de ballet, donc en pointe ou en demi-pointe, ou les footballeurs en pleine accélération ou frappe dans le ballon, ces structures peuvent être comprimées, donc à l'arrière de la cheville, provoquant des douleurs et de l'inconfort. Donc comprendre cette anatomie détaillée nous permet de saisir les subtilités du syndrome du carrefour postérieur de la cheville et sert de fondement pour aborder sa pathophysiologie, son diagnostic et son traitement. La cause fondamentale du syndrome du carrefour postérieur de la cheville est un pincement mécanique des os ou des tissus mous, parfois des deux, situés à l'arrière de la cheville. Ce phénomène se manifeste généralement lors d'une flexion plantaire maximale, un mouvement où le pied est fortement incliné vers le bas. Du côté des causes osseuses, la diversité est de mise. Par exemple, la présence d'un processus de Stieda, une saillie osseuse étendue, est une des causes de douleur. De même, l'existence d'un os trigone pathologique, un fragment osseux non fusionné présent chez une portion significative des adultes peut en être la cause. Les ostéophytes, donc les éperons osseux, les lésions ostéochondrales, les corps étrangers, les chondromatoses, les coalitions soutaliennes sont d'autres facteurs osseux impliqués, donc il y en a vraiment une multitude. Les structures des tissus mous jouent également un rôle dans le syndrome du carrefour postérieur de la cheville. Donc ici, ça peut être des lésions capsulo-ligamentaires postérieures résultant d'une hyperflexion plantaire répétée et peuvent provoquer du coup une inflammation et un épaississement de la capsule postérieure et des ligaments. Également le long tendon fléchisseur du gros orteil qui s'étend entre les processus médiaux et latéraux du talus est sujet à des ténosynovites et des tendinopathies, souvent causées par une surutilisation, une irritation due à une anatomie osseuse anormale environnante. Des variations anatomiques des tissus mous, comme la présence d'un ligament intermalléolaire postérieur ou des anomalies musculaires, sont également identifiées comme source potentielle de conflit postérieur au niveau de la cheville. Abordons maintenant l'épidémiologie de ce syndrome du carrefour postérieur de la cheville. Donc pour mieux comprendre sa prévalence et son impact dans le monde sportif, cette analyse est fondamentale car elle permet d'identifier les groupes
à haut risque et les groupes à faible risque, et de saisir l'ampleur de cette pathologie dans le sport. Bien que l'incidence globale des conflits symptomatiques de la cheville, y compris le syndrome du carrefour postérieur de la cheville, soit relativement modeste, elle revêt une importance significative dans le contexte sportif. Des études révèlent un taux d'incidence d'environ 0,03 cas pour 1000 heures d'activité sportive, ce qui n'est pas énorme. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la disparité de cette incidence selon le contexte sportif. Ainsi, les syndromes du carrefour postérieur est environ 1,7 fois plus fréquent que le conflit antérieur de la cheville, et également un constat marquant est l'incidence accrue du syndrome du carrefour postérieur de la cheville lors de compétitions par rapport aux entraînements, probablement dû à l'intensité et l'imprévisibilité accrue du contexte sportif lors de la compétition par rapport à l'entraînement. Dans des disciplines comme le football où les changements de direction rapides et des frappes à forte intensité sont monnaie courante, l'incidence du syndrome du carrefour postérieur de la cheville s'intensifie également pendant les matchs. Cette tendance est corroborée par des études comme celle de Lubert et ses collaborateurs qui ont observé une fréquence nettement plus élevée de blessures syndesmotiques à la cheville durant les matchs par rapport aux entraînements chez les footballeurs professionnels. C'est quand même une tendance dans les blessures traumatiques d'avoir plus de cas en match qu'à l'entraînement. Donc ces données épidémiologiques ne soulignent pas seulement la portée du syndrome du carrefour postérieur de la cheville dans le sport, mais mettent également en lumière la nécessité de mesures préventives adaptées, en particulier pour les activités à haut risque. Le diagnostic du syndrome du carrefour postérieur de la cheville représente un défi compte tenu de ses symptômes souvent subtils et peu spécifiques. Cette pathologie se manifeste généralement par une douleur profonde et vague située près du tendon d'Achille, douleur qui peut s'intensifier lors des activités nécessitant une importante flexion plantaire, telles que la course, la marche en descente, la descente d'escalier ou le port de chaussures à talons hauts. Cette symptomatologie est particulièrement évidente dans des disciplines comme le ballet, la danse classique ou tout type de danse qui exigent des positions extrêmes des pieds. Pour un diagnostic précis du syndrome du carrefour postérieur de la cheville, une approche globale est indispensable. Elle débute par un examen minutieux de l'historique du patient et un examen physique approfondi. Lors de cet examen, il est crucial d'effectuer une évaluation neurovasculaire complète ainsi qu'une analyse de la force et de l'amplitude de mouvement de la cheville. Une douleur à l'arrière-pied exacerbée par la flexion plantaire indique un test de flexion plantaire positif suggérant la présence d'un syndrome du carrefour postérieur de la cheville. Un test d'impact au niveau du talon peut également reproduire les symptômes du carrefour postérieur. Toutefois, l'absence de douleur lors de ces tests n'élimine pas entièrement la possibilité d'un syndrome du carrefour postérieur de la cheville, la spécificité et la sensibilité de ces tests n'ayant pas été déterminées de façon exhaustive. L'imagerie occupe une place centrale dans le diagnostic du syndrome du carrefour postérieur de la cheville. Elle inclut généralement une série de radiographies standards avec des prises de vue différentes, donc soit en charge latérale ou en mortaise, et la vue latérale est particulièrement importante pour évaluation de la présence d'exostose sur le tibia antérieur, distal et sur le col dorsal du talus, ainsi que pour la détection d'anomalies osseuses postérieures telles qu'un processus de Stieda ou l'ostrigone. L'efficacité de l'IRM pour évaluer les lésions de conflit des tissus mous varie avec des sensibilités rapportées en langue de 42 à 89 et des spécificités de 75 à 100%. La tomodensitométrie est également utilisée pour préciser la morphologie des lésions osseuses en préparation à une éventuelle intervention chirurgicale. Ainsi, le processus diagnostique du syndrome du carrefour postérieur de la cheville implique une combinaison d'évaluation clinique et d'études d'imagerie pour chaque aspect, jouant un rôle crucial dans l'élaboration d'une compréhension globale de la pathologie. Comprendre les facteurs de risque du syndrome du carrefour postérieur de la cheville est essentiel tant pour la prévention que pour l'élaboration de stratégies de traitement ciblées. Bien que cette condition puisse survenir dans diverses populations, certains groupes et activités sont plus prédisposés. Un des facteurs de risque les plus notables pour le syndrome du carrefour postérieur de la cheville est la participation à certains sports, comme on en a parlé précédemment, en particulier ceux qui impliquent une flexion plantaire du pied excessive. Donc les danseurs en sont un exemple
classiques, pour dire, subissant souvent le syndrome du carrefour postérieur de la cheville en raison des positions répétées de flexion plantaire extrême, donc les positions en pointe et en demi-pointe. Les joueurs de football présentent également un risque accru dû aux contraintes récurrentes sur leur cheville engendrées par les changements de direction, les sauts, les impacts et également la position de frappe dans la balle. Au-delà des activités sportives elles-mêmes, certaines variations anatomiques et conditions prédisposent également les individus à ce type de syndrome, donc la génétique, et parmi celles-ci figure un processus de Stieda, donc allongé, comme on l'a dit précédemment, et également l'ostrigone pathologique, on en reparle. Ce sont des variations dans les structures des tissus mous également qui peuvent favoriser l'apparition de ce syndrome. Ces particularités anatomiques peuvent créer un scénario où les structures de la cheville postérieure sont plus susceptibles d'être pincées ou comprimées lors des mouvements. Cependant, il est important de noter que la littérature actuelle n'a pas identifié de manière définitive d'autres facteurs de risque pour le syndrome du carrefour postérieur de la cheville, tels que par exemple l'âge, le sexe ou les attributs biomécaniques spécifiques, donc des faiblesses musculaires. Cette lacune suggère un domaine de recherche futur pour mieux comprendre et atténuer du coup ce risque de syndrome de carrefour postérieur de la cheville dans les populations plus larges. Le traitement et la prévention du syndrome du carrefour postérieur de la cheville sont des composantes essentielles de la prise en charge de cette affection, surtout pour les athlètes désireux de maintenir leur niveau de performance. L'approche thérapeutique se divise en méthodes non chirurgicales et évidemment les méthodes chirurgicales. Donc pour la gestion initiale, donc pour les symptômes aigus, le traitement initial implique généralement le repos et l'évitement des activités aggravant la douleur. Cette approche conservatrice peut être complétée par l'application du coup de glace, donc d'analgésiques ou de médicaments anti-inflammatoires en fonction à voir avec le médecin, et également d'une immobilisation dans certains cas les plus sévères. Pour la kinésithérapie, dans les cas chroniques, la kinésithérapie elle joue un rôle crucial. Elle vise à renforcer la stabilité de la cheville et à optimiser la proprioception. Des exercices de rééducation sont adaptés pour améliorer la force, la souplesse et la mobilité de la cheville et réduisant ainsi la pression sur les structures comprimées. Également peut être mis en place des dispositifs orthopédiques, donc des modifications de chaussures, incluant l'utilisation d'orthèses ou de semelles podologiques, peut également soulager en modifiant la mécanique de la cheville et en réduisant la tension au niveau, et la pression surtout au niveau du carrefour postérieur. L'injection de corticoïdes, donc les injections de corticoïdes guidées par échographie, constituent une autre option. Elles aident non seulement à soulager les symptômes, mais peuvent également avoir une utilité de diagnostic avec l'ultrason. Pour le traitement chirurgical, donc les indications de la chirurgie est envisagée lorsque les symptômes persistent malgré 3 mois de traitement conservateur ou si l'athlète souhaite un retour rapide au sport. Pour les procédures, donc on a différentes options chirurgicales qui incluent la chirurgie ouverte ou les interventions arthroscopiques. Le choix dépend de la pathologie spécifique et de l'étendue du conflit. La chirurgie arthroscopique moins invasive est souvent privilégiée en raison de son moindre risque de complications post-opératoires, d'un temps de récupération plus court et d'un retour plus rapide à l'activité complète. Pour les soins post-opératoires, donc après l'opération, la récupération comprend une période de repos, donc suivie d'une rééducation progressive assez rapidement. Le délai de retour au sport varie, mais généralement plus court avec les procédures arthroscopiques. Les stratégies préventives du syndrome du carrefour postérieur de la cheville s'articulent principalement autour de la sensibilisation et de l'intervention précoce. Il est crucial d'informer les athlètes, les sportifs, en particulier ceux pratiquant des sports à haut risque, sur les signes et symptômes du syndrome du carrefour postérieur de la cheville. Donc modifier tôt les routines d'entraînement et d'échauffement et avoir un équipement adapté et une bonne qualité et associé à de la kinésithérapie préventive régulière peut réduire de manière significative le risque de développer un syndrome du carrefour postérieur de la cheville. En résumé, le traitement et la prévention de ce syndrome du carrefour postérieur nécessitent une approche multifacette, donc multifactorielle, adaptée aux besoins spécifiques de chaque individu en équilibrant la gestion conservatrice et l'intervention chirurgicale opportune le cas échéant. En conclusion, le syndrome du carrefour postérieur de la cheville est une condition complexe qui exige une compréhension complète de son anatomie, de son étiologie, de son épidémiologie et également de ses stratégies de traitement et de prévention.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui sur NeuroXtrain. Ce fut un réel plaisir de partager avec vous les détails de ce syndrome du conflit post-acute de la cheville. Rappelez-vous que la connaissance est une force, particulièrement en médecine sportive. Comprendre les affections telles que le syndrome du carrefour postérieur de la cheville est essentiel tant pour la prévention que pour atteindre une performance optimale dans son traitement. N'oubliez pas du coup de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour encore plus de contenu éclairant. Et vous pouvez également commenter si vous avez des questions, on répond à tout le monde. Restez informés et en bonne santé et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour explorer un nouvel aspect passionnant de la médecine sportive. Prenez soin de vous, ciao!